Et nous sommes en direct, Camille. Super, hello tout le monde, hello Diane. Hello tout le monde, bonjour et merci d'être là pour ce nouveau webinaire qui est la 4e édition des webinaires de Mia.co. Pour celles qui nous suivent, vous connaissez un petit peu le principe. Pour les autres, on vous fait un petit rappel. Donc Mia.co est une plateforme de téléconsultation en sexologie. Vous pouvez donc consulter une sexologue, dont Camille, qui est juste ici. Je ne sais pas dans quel sens vous la voyez, moi je la vois là. Pour tous les troubles sexuels, que ce soit les douleurs à la pénétration, les problèmes pour atteindre le plaisir, la baisse de libido, l'épanouissement sexuel, etc. Donc il y a vraiment toute une palette de soins dont on peut s'occuper. Sans oublier Également, la thérapie de couple. et bien sûr, la thérapie de couple, ce qui est absolument le sujet de ce soir et que j'ai absolument oublié de mentionner. Donc merci de m'avoir rattrapé, Camille. Donc du coup, la manière dont ça va se passer ce soir, donc on va rester ensemble à peu près 1 heure et demie. On a reçu toutes vos questions, qu'on a triées, on a essayé de les synthétiser pour pouvoir répondre à un maximum d'entre elles. Également, vous pouvez nous écrire sur le chat, on vous répondra. On va essayer de répondre à toutes les questions, mais on ne pourra pas répondre à toutes, on va faire au mieux. Et si vous voulez les passer en anonyme, vous avez un petit onglet qui s'appelle questions, qui est juste à côté du chat. Et dans ce cas-là, si vous posez les questions ici, elles seront en privé et on les prendra en compte aussi si on en a le temps. Camille, est-ce que tu as un petit mot à dire pour le début de ce webinaire? Bienvenue, je suis ravie de faire ça dans ma chambre en Grèce. Voilà, ça change de la Belgique. Alors Camille est en train de se la péter parce qu'elle est en Grèce, qu'elle est bronzée et que je suis dans un petit bureau à Paris. Merci Camille pour cette entrée en matière. C'est très sympathique de ta part. Avec plaisir. Donc là-dessus, on va commencer avec la première question qui en fait va un petit peu sous-répondre à notre thème qui est de réinventer vraiment la sexualité en couple. Réinventer, pourquoi? Pourquoi on va chercher à réinventer? Pourquoi c'est une question en fait qui subsiste et qu'on pose et qu'on nous pose un petit peu partout, dans les magazines, dans les blogs, sur les sites féminins, on voit ça partout. Comment pimenter sa vie de couple, avec des conseils d'ailleurs qui sont en général un peu nuls. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce webinaire, Camille. Nul ou en tout cas qui se répète, mais on va voir aussi pourquoi. Il va sûrement y avoir des répétitions aussi, mais de la nouveauté. C'est ça. Mais c'est vrai que cet été encore, je regardais le magazine d'une de mes copines. Il y avait justement un truc sur ce sujet-là. Et c'était des conseils du genre achetez 50 nuances degrés pour le lire, achetez-vous de la lingerie hyper coquine et tout. Donc bon, nous, on veut avoir des vraies solutions, Camille, et on espère que tu vas pouvoir nous les donner ce soir. Ok, j'espère aussi. En tout cas, du coup, n'hésitez pas s'il y a des questions pour approfondir. Pourquoi réinventer? Déjà, on est dans une société où on est à la recherche souvent de nouveautés ou de choses excitantes. On est là à bas la routine. D'ailleurs, on reviendra sur la routine, mais à bas la routine, je m'ennuie. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de différent pour avoir plus de sensations, pour aller plus vite, plus fort, etc. Et réinventer, parce qu'aussi, on est des personnes qui sont en constante évolution. On va changer au cours de notre vie, au cours de l'année, même au cours de la semaine, même au cours d'une journée. Et donc, quand on change, nos envies changent aussi. Et puis, nos partenaires changent également. Donc, c'est important, en fait, aussi, c'est presque une question de survie, presque dans le couple, d'avoir cette flexibilité, de pouvoir se réinventer et de repenser son intimité, pas au quotidien, mais quand même de manière assez régulière. Et souvent, ce que je vois, c'est que les couples se posent cette question-là quand c'est déjà au bord du précipice et qu'il n'y a plus d'autres solutions. Soit la situation est bloquée, soit ils pensent avoir tout essayé et en fait, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Ouais. Et est-ce que du coup, c'est un peu une condition sine qua non au maintien, par exemple, du désir dans le couple? Parce qu'on a eu plein de questions là-dessus, sur le désir, et c'est vrai qu'on a déjà fait ensemble un webinar qui est à ce sujet et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Je vous partage ça pendant que Camille répond. Et du coup,
Est-ce que c'est une condition de se réinventer pour que le désir subsiste? Alors, c'est pas forcément parce que le désir, et comme on l'avait déjà vu dans le webinaire, il y a plusieurs choses qui vont l'influencer, plusieurs facteurs. Donc effectivement, de réinventer, de repenser sa sexualité, ça permet d'être vraiment ancré dans ses désirs, dans ce qu'on a envie maintenant et ce qui peut du coup alimenter, booster la libido. Par contre, si on réinvente sa vie intime, on essaye de tout mettre en place alors que dans son couple, il y a d'autres choses qui ne vont pas ou parce que la partenaire, pour X, Y raison fait ci ou ça, bah, ça va pas forcément non plus aider. Donc, il y a quand même plus de choses qui sont sous-jacentes par rapport au désir que seulement réinventer la vie intime. Mais en tout cas, c'est vrai que ça en fait partie, c'est un des éléments. Ok. Et donc, du coup, j'en profite un petit peu, Camille, pour tirer le fil du désir, parce qu'on a eu beaucoup de questions dessus. Mais c'est pas le sujet principal du webinaire, mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse, qu'on puisse en parler. Est-ce que la baisse de désir, c'est forcément inévitable dans un couple? Et est-ce que c'est plus chez la femme? Est-ce que c'est plus chez l'homme? Ou, enfin, ça dépend bien sûr de la manière dont les Oui, couples sont formés. Mais est-ce exactement. que les 6 premiers mois de lune de miel finissent toujours par se terminer? Oh non. Euh, Pareil, ça va dépendre de la structure du couple. Le désir, il fluctue. Le désir, il fluctue, il évolue aussi. Donc souvent, on se rattache à ces premiers débuts qui sont intenses, qui sont forts, et on se dit, bah mince, c'est plus comme avant. Et ce qui est le cas, parce que, bah, comme je disais, on évolue. Donc c'est normal que la relation va changer aussi et que l'intensité peut évoluer. Ça ne veut pas dire que ça doit être hiérarchique, hein, ça ne veut pas dire qu'avant c'était meilleur, mais peut-être en termes d'intensité, c'était un petit peu plus fort. Et donc, ça va évoluer aussi. Je me suis perdue dans tout ça, mais c'est pour dire qu'en fait, il peut y avoir des moments où ça va redescendre. Là où des fois ça va rester en bas, ça peut être pour plusieurs raisons, mais des fois aussi c'est parce qu'on s'inquiète soudainement. Oh, ça y est, on fait plus l'amour aussi souvent, on fait plus l'amour 3 fois dans la semaine, on fait plus l'amour, on saute plus dessus. Qu'est-ce qui se passe? On s'aime plus autant. Euh, et en fait, il faut savoir qu'au début, il y a effectivement les hormones qui sont aussi intenses, mais il y a aussi le fait que bah, c'est la découverte d'un nouveau corps et donc c'est excitant. Et puis aussi, peut-être que il y a peut-être moins d'exigences aussi au début. On est plus dans on y va, on se prend pas la tête, on fait les choses et les choses sont assez fluides parce qu'il y a un désir qui est spontané, qui est là, qui est présent. Et après, au cours de la relation, ce désir spontané, si on l'entretient pas, il peut être moins présent, voire plus présent. Et c'est là où du coup on peut se dire, bah mince, mon désir s'est échappé. Et Ouais. donc là, ça va être de travailler justement sur cette croyance par rapport au désir, sur comprendre comment le désir fonctionne aussi, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le couple pour qu'en fait ce désir soit alimenté au quotidien. Et certains couples y arrivent très bien. Donc pour ces couples-là, on voit bien que oui, peut-être le désir n'est pas aussi fort que les premiers mois, mais il est toujours bien présent et toujours qualitatif. Et pour d'autres couples, au contraire, bah, ça aura disparu parce qu'ils n'auront pas su entretenir ce désir. Ok. Mais du coup, alors comment j'imagine que dans le tu parles de désir spontané et d'un désir qui est assez intense au début de la relation. Mhm. J'imagine que ça a à voir aussi avec justement ce facteur nouveauté, de Ouais. découverte, etc. Est-ce que c'est ça qu'on essaye en fait de réinculquer dans la réinvention de sa vie sexuelle plus tard? On peut. Ça peut être aussi une des pistes souvent, ça va être de réfléchir, bah, qu'est-ce qui s'est passé au début? Qu'est-ce qui était excitant au début? Alors oui, il y a la nouveauté, mais peut-être aussi au début, ce qui était excitant, bah, c'est qu'on s'apprêtait, ou c'est qu'on anticipait, ou qu'on restait aussi dans cette phase d'excitation. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui peuvent peut-être toute la journée se chauffer au téléphone, ou qui s'envoyaient voilà, des choses, ou qui s'envoyaient des petites attentions qui font que ça alimente aussi le désir. Donc, c'est pas forcément être dans quelque chose de concret, dans l'action sexuelle, mais c'est aussi tout ce qui va alimenter cette excitation. Et je trouve que certains couples, des fois, se précipitent, veulent déjà, on va dire, la sexualité, le rapport, mais ont un petit peu sauté cette phase d'excitation qui était bien présente, bien plus présente au début de la relation. Mmh. Un petit peu, bon, au début, on se connaît pas trop, du coup, je dois un peu te séduire, faire monter la Ouais, température. Et après, vu qu'on se connaît,
on se couche l'un à côté de l'autre, on a un peu chacun envie de tirer son coup, puis c'est parti, quoi. Voilà. Donc, et en fait, on se dit, bah mince, pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai pas envie? Et souvenez-vous qu'au début de la relation, des fois, ça pouvait être des semaines d'attente, des semaines d'excitation et on l'entretient par contre. C'est pas genre, on se voit mardi prochain et entre-temps, il se passe rien. Non, on a alimenté ça. Et donc là, ça va être la même chose aussi dans le couple. C'est pour ça que souvent, on va parler aussi d'avoir des dates, d'avoir des rendez-vous amoureux. Ça, on pourra peut-être revenir là-dessus. Mais de comprendre en fait pourquoi c'est important aussi. Ok. Est-ce que par exemple, le fait d'habiter ensemble, c'est un peu un tue-libido, comme on a peut-être pu le voir avec le confinement. Avec le confinement, il y a eu le stress de la pandémie, Mm. etc. Mais le fait d'être un peu tout le temps l'un sur l'autre, alors qu'avant, on se voyait que momentanément, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça va dépendre de la dynamique des couples aussi. Il y a des couples qui habitent ensemble sans être H24 l'un sur l'autre Ouais. ou l'une sur l'autre. Donc ça va être important aussi en habitant ensemble d'avoir aussi vos espaces dédiés pour vous-même. Donc c'est des espaces psychiques aussi, d'avoir du temps pour vous, que ce soit avec les amis, en dehors, vos activités que vous aimiez faire, que vous continuez à les faire, mais aussi un espace physique, c'est-à-dire un espace à vous. Alors, des fois, c'est pas forcément possible, mais au moins avoir, si vous voulez, un moment avec vous. Souvent, ce que je recommande aussi, c'est au moins une soirée, même si vous habitez ensemble, mais une soirée où vous faites chacun votre truc. Et ça peut être lire chacun de son côté ou être dans une pièce séparée, mais de le faire avec l'intention. Parce que des fois, les couples vont me dire, oui, oui, c'est ce qu'on fait déjà, mais ils le font un peu par défaut pour s'éviter ou parce que bah, si on se retrouve ensemble, on ne sait pas trop quoi faire ou alors peut-être qu'il va se passer un truc et on n'est pas à l'aise avec. Ok. Et donc, du coup, bon, c'est vrai que le désir, c'est tellement un sujet qui est passionnant et qui est hyper large. On pourra en parler encore pendant 2 heures. Mais je vais quand même passer à autre chose, promis. Euh, pour entretenir le désir, quand on est en couple, pendant longtemps ou pas, donc pour finir un peu cette partie, est-ce que tu as, je sais pas, 3 ou 5 conseils, sans les approfondir, que Mhm. tu pourrais nous donner? Voilà, on prend note, petit papier, Ça, c'est petit mieux. stylo. Moi aussi, je vais prendre note. Je vais prendre note de mes propres conseils. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, alors tu disais donc pour entretenir sa relation. Euh, je crois qu'un des éléments qui est très important pour entretenir le désir, c'est ce qu'on appelle en anglais le self-disclosure, c'est-à-dire d'avoir une discussion honnête, intime avec l'autre par rapport à ce qu'on ressent par rapport à soi. Hmm. Ça va être important aussi, de pouvoir exprimer comment on se sent dans la relation et qu'est-ce qu'on a envie d'explorer aussi. Parce que ça, des fois, dans le couple, c'est un gros point d'interrogation, on n'en parle pas, on ne sait pas vraiment ce que l'autre a envie, ou c'est pas clair, même pour nous, c'est pas vraiment clair. Donc, déjà, premièrement, je dirais, c'est d'être au clair avec ses désirs, avec ce qu'on a envie d'explorer. Et Puis deuxièmement, comment? avec soi-même, en plus de Ouais, l'autre. ouais, avec soi-même, donc que ce soit des temps en solo, et puis avec l'autre, ce qu'on a envie d'explorer par rapport au désir. Ensuite, du coup, c'est self-disclosure, c'est-à-dire de pouvoir le communiquer à l'autre, parce que l'autre ne Mhm. peut pas le deviner. Et ça, c'est de pouvoir le faire aussi régulièrement. Donc, ça serait même le troisième point, régulièrement, que vous ayez ces moments de rendez-vous. Moi, je les appelle les rendez-vous mensuels un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par mois, que le couple puisse se retrouver pour parler de ça, pour échanger en fait sur l'intimité, sur ce qu'ils ont envie d'explorer. Ok. Euh, un autre point, et c'est peut-être un peu dans le désordre, mais ça va dépendre, c'est-à-dire si ça, par exemple, ces trois premiers points, pour beaucoup de couples, ça semble pas évident, ça semble compliqué, ça semble impossible, c'est du coup un des points importants, c'est de travailler justement sur les freins, sur les blocages. Pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qu'on a besoin en fait de travailler individuellement, mais peut-être au sein du couple, en thérapie de couple, pour y parvenir? Donc là, des fois, peut-être une aide extérieure peut aider pour réaliser les trois premiers points. Et un dernier point pour entretenir ce désir, je dirais que c'est de rester dans la curiosité, dans le jeu au sein du couple. Souvent, pareil, les couples se prennent trop au sérieux. Et là, j'exagère, mais vraiment se prennent au sérieux, même dans la sexualité. Je trouve que la sexualité, ça devrait être un terrain de jeu où on s'amuse, où on explore, où on ne se prend pas la tête, où on ne met pas une note à la fin, donc on peut juste explorer et voir si ça nous plaît, si ça ne nous plaît pas. Et si ça ne marche pas cette fois-ci, eh ben on recommence. Et voilà, donc d'arriver à mettre un peu de légèreté, parce que c'est ça qui va aider. C'est souvent parce qu'il y a de la lourdeur, parce qu'il y a de la pression,
parce qu'il y a un manque de communication. Du coup, on se retrouve coincé. Et si une fois ça marche pas, bah on veut plus retenter même. Ouais. Et donc les couples se retrouvent coincés, quoi. Est-ce que c'est un petit peu lié l'angoisse de la performance? On imagine tellement que notre couple il est comme ça, et puis les gens de l'extérieur disent oh mais vous êtes trop beau, vous c'est comme ça. Et du coup quand tu te retrouves dans l'intimité, tu peux te dire, en fait tu joues un rôle en permanence. C'est ça un peu. C'est un peu quand je dis trop se prendre au sérieux, c'est même ça aussi. C'est d'être dans ce rôle de, voilà, l'apparence en fait, de quoi j'ai l'air vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis des autres, parce que souvent ce que je dis dans la chambre à coucher, même si vous êtes que deux, en fait, des fois, il y a peut-être d'autres personnages qui sont aussi dans cette chambre à coucher, Ouais. qui vous observent. Et donc, c'est d'en avoir conscience aussi de ça et de se dire, mais en fait, pour qui on fait l'amour? Et souvent, les gens ne font même pas l'amour pour eux-mêmes. Ils font l'amour pour les autres parce que la société dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça avec une fréquence, blablabla, ou pour l'autre. Mais rarement, en fait, et pour les personnes qui n'ont pas de désir ou qui ont des situations bloquées comme ça, c'est rarement pour soi. Et donc, c'est de repartir de soi, de se dire, mais en fait, comment je peux faire l'amour pour moi? Ça Ouais. part de moi. Qu'est-ce qui peut me donner envie? Heureusement qu'on ne peut pas Instagrammer ça, sinon vraiment les gens feraient l'amour que pour les autres. Et je pense qu'il y a un conseil, alors qu'on a eu Camille ensemble, en tout cas moi je ne le connaissais pas avant, par notre ami Gilbert, que tu connais bien, Gilbert Ah oui. Boujaoudé, qui est médecin sur Charles.co. C'est le fait d'en fait garder le toucher. Alors, c'est bête, mais continuer à s'embrasser le matin, le soir quand on rentre, quand on passe à côté, peut-être se toucher l'épaule, enfin plein de petits gestes en fait dont on ne se rend pas compte. C'est que les jeunes, on le voit beaucoup plus chez les jeunes couples, où on se touche tout le temps, ou dès que je passe dans une pièce, eh ben, je te touche aussi, et ça garde un petit peu ce lien physique, et de passer aussi des activités ensemble. En fait, entretenir le couple en lui-même, ça entretient Ouais. par extension le désir, quoi. Ouais. Alors ça, oui. Oui et parce qu'il y a des couples qui font ça et il y a beaucoup de toucher, beaucoup de tendresse, mais il y a pas d'érotisme. Ils se touchent, mais c'est pas érotique, c'est pas sensuel. Mmh. Et ça n'entretient pas forcément le désir sexuel. Parce que les touchers, les caresses, oui, ça entretient la connexion, le fait de se sentir proche de la personne, Ouais. mais c'est pas forcément que ça qui va entretenir du coup le côté sexuel, érotique du couple. Ça fait partie de la liste, il faut mettre plusieurs choses en place, quoi. C'est pas, C'est ça, ouais. ouais, une solution. C'est ça. Donc ça, c'est déjà de toute façon la base presque pour se sentir connecté. Le toucher, c'est extrêmement important. Et après, il y a une différence entre le toucher tendresse et le toucher sensuel. Et là, des fois, certains couples peuvent rencontrer des difficultés quand il y a un manque de sensualité, quand il y a de la difficulté à être dans l'érotisme avec soi et avec la partenaire. Ok. Je pense qu'on peut fermer le chapitre désir. On l'a fait en premier parce qu'on a reçu Génial. beaucoup de questions Mm. dessus, et c'est vrai que c'est hyper important, notamment dans ce sujet, surtout dans les couples de longue date, ou pas d'ailleurs. Ah Euh, oui, même les jeunes couples, ça arrive aussi, donc je rassure tout le monde, ça arrive et le plus important, en fait, c'est de pouvoir en parler pour pas laisser une sorte de: «C'est pas normal» ou «Et ça y est, notre couple est fini, on s'aime plus, qu'est-ce qui se passe?» et en fait, on est complètement, figé et en fait, bah, il faut remettre un peu du mouvement, remettre de l'information et cetera. et c'est vrai que là, on vous donne pas mal d'infos. Vous avez des infos sur YouTube. On a une chaîne YouTube qui est assez fournie, sur Instagram, sur le blog. Mais tout ça, c'est des infos qui sont générales. Mmh. N'hésitez surtout pas à consulter une sexo sur Mia ou en ville, si vous préférez. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore ce réflexe-là d'aller voir des sexologues pour discuter de tout ça, alors que ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien, et que chaque cas est différent, chaque cas aura ses solutions, chaque couple a son dynamique, sa Mmh. dynamique. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'une fois pour essayer. Sur Mia, c'est en téléconsultation, donc c'est facile, c'est depuis chez vous. Et Mmh. puis, c'est à prix abordable, c'est moins cher qu'en ville. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez nous écrire pour savoir un peu comment ça se passe, c'est possible aussi, on pourra vous répondre. Ou même appeler. Mmh. Vous pouvez Ouais. nous contacter. Il y a mon mail sur l'événement.
Ouais. Donc, Puis non, comme tu disais, même une séance, juste des fois une séance, ça suffit des fois ça pour avoir débloque les beaucoup. informations, rassurer et avancer à son rythme. Absolument. C'était l'instant Mia Poinco. Allez, on passe à la suite. Mais justement, on va se recentrer un petit peu sur le sujet. La routine sexuelle. Est-ce que Mmh. c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Est-ce que Mmh. c'est cool d'avoir ces petites habitudes? On sait que ça marche à tous les coups. Pourquoi aller chercher plus loin? Mmh. Ah, la routine, des fois, elle marche pas. Alors déjà, routine, c'est un petit peu péjoratif comme mot, hein. C'est mal vu. Routine, on l'associe tout de suite à quelque chose d'ennuyeux. La routine chez les enfants, c'est très précieux, c'est ce qui les sécurise, les stabilise et cetera et pareil chez les adultes. Et donc c'est quelque chose qu'on a besoin au sein du couple, c'est-à-dire d'avoir cette sécurité. Après, des fois, cette sécurité, quand on est enfermé dans cette sécurité, elle peut venir étouffer le désir. C'est Mmh, comme le dit Esther Perel, on a besoin, OK, de proximité, de sécurité, mais on a aussi besoin de quelque chose un peu d'inconnu, de nouveau, qui vienne mettre un petit peu de ouf, de feu à l'intérieur. Donc, plutôt que parler de routine sexuelle, moi, je préfère parler de rituel OK. et de mettre en place des rituels, pareil, que ce soit quotidiennement, hebdomadaire, mensuel. Ça va être quelque chose qui va être plutôt positif dans la relation. Là, tu parles en termes de, quantité? Enfin, je veux dire en termes de on se donne rendez-vous pour faire l'amour ou est-ce que c'est, plutôt en termes de pratique? Ouais. En termes d'intention, donc ça peut être effectivement en termes de fréquence parce que Oui, ce que je me rends compte de quoi? c'est ça le mot, j'ai dit quantité, mais Ouais. En termes de fréquence, ce que je vois, c'est que les couples, très vite vont être happés par le temps, par la fatigue, par, 1000 et une excuses, et ont besoin en fait d'avoir des dates, d'avoir une certaine fréquence, une certaine régularité, une certaine routine, OK. et certains rituels qui là va permettre en fait de se dire: «OK, ça c'est le moment dédié à ça». Donc ça va être important, mais aussi des rituels dans l'intention, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, le couple décide, dit, je sais pas: «Pour nous, c'est important qu'on puisse parler, d'argent assez régulièrement au sein du couple». Parce que comme la sexualité, l'argent, peut être tabou. Ou de se dire: «Bah, c'est important pour nous de parler de nos pratiques sexuelles en dehors de la sexualité, mais qu'on parle de nos pratiques sexuelles régulièrement. Qu'est-ce que tu en penses si on en parle, une fois tous les 3 mois, donc par trimestre?» Bah oui, effectivement, disons, voilà, je sais pas, en mars et cetera. Et donc une certaine intention derrière, chaque rituel, c'est-à-dire se dire: «Pourquoi on le fait en fait? Pourquoi c'est important pour nous?» OK. Donc c'est Donc il y plus a un une moment fréquence. de Ouais. réflexion et d'intention. C'est ça. Il y a une fréquence qui est quand même nécessaire, sinon je me rends compte que les couples le font une fois, 2 fois, puis plus. Donc ça va être important et aussi surtout ce qui va aider, c'est de comprendre pourquoi en fait on le fait. Parce que en fait, si on ne comprend pas, c'est comme aller à l'école, apprendre des leçons et en fait on ne comprend pas pourquoi, dans quel but, donc on sera moins motivé, on n'aura pas forcément envie d'y aller. OK. Hem, donc du coup, on a la question un peu inverse. Est-ce qu'il faut vraiment être original dans sa vie sexuelle? Donc là, je pense que c'est plus en termes de pratique. Imaginons, bah, les conseils Mmh. classiques, changer de lieu, changer de position, changer de manière de faire, peut-être tester, des branches de la sexualité qu'on n'avait pas explorées avant. Est-ce que l'exploration, ça fait partie, d'une vie sexuelle épanouie? Ou est-ce que, on est content, on fait l'amour assez, de manière assez régulière? C'est un peu toujours la même chose. Au final, je sais pas trop si ça convient ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Mmh. Ouais, voilà, je sais pas trop. Souvent, ce que j'entends, c'est que quand c'est souvent de la même manière et c'est ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et cetera, ça devient souvent ennuyant. Mmh. C'est souvent ce qui revient. Je dis beaucoup souvent, mais c'est ce qui revient. Du coup, oui, en fait, l'exploration est quelque chose de nécessaire. Comme je disais au début, la curiosité, l'exploration, avoir du fun, c'est quelque chose de nécessaire à une vie sexuelle épanouie. Attention, quand je dis exploration, ça ne veut pas dire non plus aller dans des choses qui ne vous donnent pas forcément envie, mais que vous avez entendu parler, par exemple, oui, BDSM, ou essayer des choses extrêmes pour vous. Mais c'est qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre dans cette exploration. Euh, Plutôt que se dire on va tout tester, on va voir ce qui peut être intéressant et ce qui peut faire partie de l'exploration, mais c'est de se dire aussi on peut avoir une palette.
C'est-à-dire que on peut tester effectivement différentes positions, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps tester différentes positions. Ça veut dire, c'est de se dire, on a cette possibilité-là quand, je sais pas, au bout d'un moment, faire tout le temps un quatre pattes, bon, là, ça me plaît pas trop, est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'on peut changer de position, etc. C'est d'avoir cette flexibilité quand il y a un moment où on sent que, là, je sens que je décroche, ou je sens que je suis plus là, ou je sens que mon excitation redescend. Je sais qu'on peut faire autre chose parce que peut-être qu'on en a parlé en amont aussi, ou parce qu'il y a déjà cette communication assez ouverte dans le couple. Donc, l'exploration, je pense, est nécessaire pour avoir du fun. Et d'ailleurs, Camille, ça me fait penser à quelque chose. On a parlé ensemble il n'y a pas très longtemps. Plus on va stimuler une zone, plus elle va être sensible à la stimulation. Et donc, du coup, quand on, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que quand on teste des nouvelles positions ou des nouvelles pratiques, il faut les faire plusieurs fois, un petit peu s'entraîner? En tout cas, si ça a un potentiel intéressant, si tout de suite on n'aime pas du tout, ça sert à rien. Mais ça aide pas vraiment de juste un jour sortir le bouquin des positions, tout tester comme des dingues, ça va pas emmener à grand chose. Souvent, ça marche pas trop. Ouais, souvent, on se dit, bon, ça n'a pas marché, on a ouvert ce bouquin, on a refermé. Ou comme le livre aussi Jouissance Club, il y en a qui se sont dit, bon, on va tester. Puis en fait, bon, ça avait peu de goût. C'est souvent ce que je dis, en tout cas, d'essayer plusieurs fois. Si c'est par exemple une position, peut-être dans la répétition aussi, il va y avoir des sensations qui vont se développer, ou peut-être même dans des ajustements. Ça se trouve, cette position-là peut vous convenir, mais peut-être en ajoutant des coussins ou un petit angle différent, ou voilà, parce qu'on a une sensibilité qui change. Alors surtout pour les personnes qui ont des cycles menstruels, ça change au moment des cycles menstruels, mais selon ce qui se passe, comment on se sent, si on est aussi émotionnel, quel genre d'émotion on a vécu dans la journée quand on est dans un rapport intime, parce qu'on peut être beaucoup plus sensible si par exemple juste avant on a pleuré, on a eu un lâcher émotionnel, on va être beaucoup plus sensible que si par exemple on va à un rapport intime sans forcément vouloir, ou ça donne pas vraiment envie. Là, le niveau de sensation risque d'être très bas, quoi. Il paraît que la vessie, ça compte aussi. Si on a la vessie pleine ou la vessie vide, c'est vrai que pour certaines personnes, il peut y avoir du coup une sensibilité différente, plus de sensibilité quand la vessie est pleine, ou au contraire plus désagréable quand la vessie est pleine. Donc là, pareil, ça va dépendre des personnes, des positions, de ce qui se passe. Ouais. Pareil, quand on a nos règles, pour les personnes qui ont leurs règles, il y aura une sensibilité différente. Pareil, quand on a un lâcher émotionnel, comme je disais, voilà, il y a différentes choses qui entrent en jeu en termes de sensations. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu veux répondre à la question de Yanis? Ouais. Entre libido et désir, est-ce qu'il y a une différence? Alors pour moi, souvent c'est la même chose. Le désir sexuel, la libido, c'est juste on utilise des termes différents. La libido, c'est peut-être plus ce qui est utilisé en psychanalyse quand on veut vraiment traiter la libido. Mais quand les gens parlent de libido, de désir sexuel, souvent on veut dire la même chose. Il me semble que la libido, ça peut être utilisé pour autre chose que le désir. C'est lié justement en psychanalyse, en psychologie, à une notion de vie, l'envie de faire plein de choses, pas que le désir sexuel. Alors que, voilà, là j'imagine qu'on parle de sexualité, mais sinon. Oui, mais désir, ça peut être aussi désir autre que désir sexuel, le désir de vivre. Donc, pour moi, je vois, c'est juste un terme psychanalytique, donc on utilise en psychanalyse, en psychologie, libido, et donc, voilà, c'est juste en termes de vocabulaire. Ouais. Merci, Camille. Très bien. Et bien justement, tu sais, on parlait là dans la question juste avant de voilà, on ouvre un bouquin pour trouver, tu parlais de Jouissance Club, etc. On voudrait avoir tes meilleures astuces sur comment avoir de nouvelles idées. Parce que parfois, on a tous un peu vécu ça. Non, mais c'est vrai, ce serait bien qu'on teste autre chose. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le téléphone, puis on essaie de regarder des espèces de jeux un peu nuls sur l'App Store. Et en fait, c'est quand on cherche qu'on trouve le moins. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous proposer ta petite liste dans laquelle on pourra se plonger la prochaine fois qu'on est en pleine exploration, s'il te plaît? Ouais, il y a des listes, il y a souvent la liste que je repartage où il y a un petit peu déjà des podcasts érotiques aussi pour changer un peu.
Il y a des lectures érotiques. En fait, ça va être de voir différents contenants, différentes formes en fait de contenu, parce qu'on est sensible à différentes choses, hein, donc que ce soit du visuel, de l'auditif, si on aime bien les trucs papier, donc de la lecture, etc. Mais c'est vrai que oui, les personnes plus cherchent, par exemple, oui, le Kama Sutra ou des livres ou des jeux. On achète des jeux de société ou même on achète des sextoys et on se dit ouais, ça va être super. Puis finalement, quand j'interroge les couples ou quand ils me disent aussi, bah, je pense qu'il y a un gros pourcentage de temps, même 90, j'ai envie de presque dire 99%, mais ça serait peut-être abusé, mais un gros pourcentage où en fait la plupart de ces choses-là ont été ouvertes une fois, peut-être essayées une fois, mais sont très vite mises de côté. Pourquoi? Parce que je pense que ça part peut-être pas forcément d'un désir. Peut-être qu'on s'inspire de l'extérieur et on se dit bah ouais, pourquoi pas, mais on n'est peut-être pas très convaincu, donc on ne le fait pas. Ou alors on est convaincu, mais peut-être que les deux partenaires ne sont pas aussi convaincus, les deux de la même manière. Ou alors les deux sont convaincus aussi, mais rencontrent des blocages. Par exemple, souvent c'est pas on avait envie d'essayer ça, mais on ne sait pas trop comment faire, on n'est pas à l'aise, on se regarde tous les deux, on est trop maladroit, on n'est vraiment pas à l'aise avec ça. Et donc, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, alors ce qui est intéressant, c'est plutôt en thérapie de couple de pouvoir être accompagné là-dessus. Parce que c'est des couples, du coup, où c'est chouette parce qu'ils sont motivés, ils ont tous les deux envie, toutes les deux envie de mettre des choses à explorer. Et des fois, ils ont des idées ou des fois, ils demandent juste plus d'idées. Mais ils ont besoin d'être accompagnés parce qu'il y a ce malaise et que des fois, une personne tierce peut apporter un peu d'apaisement et dire, OK, on va commencer comme ça, comme ça. Ok. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'idée, quand on revient là-dessus, je pense Est-ce que que tu as des idées? Tu peux nous donner, je sais pas, 2 ou 3 podcasts qui sont cool? ouais, bah, ceux que j'aime bien et qu'on entend souvent parler, il y a Le Son du désir, il y a Vox, Alexis, ouais, très bon ouais, travail. Vox, et puis il y a Onde Esquisse, si je me trompe pas de nom. En OK. anglais, il y a Dipsea. Donc voilà, ça fait déjà un bon début. Mais pareil, comme les podcasts érotiques, il faut voir aussi. Il y a des fois certains épisodes ou certains podcasts où la voix ne va pas vous plaire, ou ce qui va être le scénario va pas vous plaire. Donc ne pas s'arrêter à un, Mmh. mais un petit peu en fait fouiller. Donc quand vous faites ça, c'est bien d'avoir votre catalogue. Vous allez piocher un petit peu et puis vous prenez ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que vous écoutez un podcast qui vous dit ça que vous allez devoir reproduire ça. Donc vraiment un petit peu de piocher, mais surtout de laisser le temps au temps. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on se dit, OK, il faut qu'on ait de nouvelles idées, j'ai pioché dans ce livre, etc. Mais c'est aussi de laisser un petit peu ça en background Mmh. et de pas forcément agir tout de suite aussi, de pouvoir en parler au sein du couple, de débriefer. Et on revient sur cette phase d'excitation. Vous n'avez pas besoin d'agir tout de suite. Parlez-en pendant des semaines et des semaines, voire des mois, avant de peut-être le faire. Et Ouais. ça, c'est excitant aussi. C'est vrai que parfois, quand on est sur un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on On lâche veut ça tout de fort suite. d'un moment et quand on lâche, on est dans la douche le matin et paf, l'idée. Donc je pense Ouais. que oui, il faut s'abreuver en fait au fur et à mesure et pas faire ça sur un moment précis, quoi. Ouais, et de prendre les informations, mais de les laisser un peu en background, jusqu'à un jour où vous allez ressentir l'envie de se dire: «Hey, il y a un an de ça, j'avais lu cette histoire et là, je sais pas, je me sens prête, j'ai envie d'essayer» Et c'est parti. et c'est top. OK, donc du coup, on a listé quand même quelques idées parce qu'on faut quand même, vous donner, du concret, en plus du côté background et du côté, consultation. Pour les lectures, je pense que c'est un petit peu difficile, de donner vraiment des titres parce que c'est vraiment ça dépend tellement des goûts, Mmh. mais en «manuel» entre guillemets, il y a quand même, le Jouissance Club, qui est intéressant. Ouais. Hem, Même si je le trouve des fois, moi aussi, ce que je dis souvent aussi, il y a des personnes qui sont en consultation avec moi, mais ce que je dis souvent, c'est vraiment il est technique, dans le sens où c'est une manière de faire pour venir stimuler un certain endroit et cetera. Ce qui peut être bien, mais c'est ce que j'essaie de désapprendre un petit peu aux gens, ce côté technique, en fait. mmh, Et souvent, c'est ce que je vois chez les personnes la plupart du temps et c'est pour ça que je citais Jouissance Club parce que c'est pas la première fois que ça arrive, que des gens l'achètent, le regardent et nous disent: «Bah, bof quoi, enfin, ouais. ça ne parle pas, quoi». C'est vraiment qu'une petite partie, quoi.
C'est vraiment une partie, c'est intéressant pour l'information. Pourquoi pas essayer, mais de l'avoir encore dans une manière d'exploration, de jeu, de ne pas se prendre au sérieux par rapport à ça. C'est quoi? Vous ne pas vous concentrer et être sûr de se dire, faut que je fasse exactement comme ça, elle a dit comme ça à ce niveau-là et que ça doit faire ça. Donc, voilà, parce que je trouve que du coup, c'est contre-productif au message qui est transmis. Quoi. Bah, c'est vrai qu'en plus, chacun a ses sensibilités différentes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et puis en plus, c'est voilà, c'est une pièce dans le puzzle, entre guillemets, de votre rapport ou de votre sexualité. Et ça, faut pas l'oublier, c'est hyper intéressant que tu mettes ça sur la table, Camille. Après, qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai une question qui revient souvent. Donc là, je l'ai pas eu en fait dans les questions actuelles, mais qui revient souvent. Est-ce que la pornographie, c'est une source d'inspiration sexuelle pour des nouveautés? Alors oui. Bon, on a beau dire, ici la question, c'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal la pornographie, mais oui, effectivement, c'est une source d'inspiration parce qu'on voit visuellement, parce qu'il y a différentes pratiques, différentes techniques, et ça peut inspirer certaines personnes. Là où je mets le petit bémol, c'est que des fois, encore une fois, comme j'avais dit comme avant, c'est que des fois, on se dit, OK, j'ai vu ça, bon, bah, faut que je le reproduise. Stop. Juste dites-vous, bah, est-ce que j'en ai envie? Déjà, est-ce que j'en ai envie? Et est-ce que ma ou mon partenaire en a envie aussi? Si oui, bon, bah, OK, let's go, ou même attendre, hein, pourquoi pas quelques semaines. Si c'est un point d'interrogation, bah, peut-être de voir ce qui est ajusté des deux côtés pour qu'on trouve quelque chose qui puisse être intéressant. Et si c'est non, du coup, de se dire, bah, en fait, non, j'ai vu ça, je croyais que j'avais envie parce que bah, je pense que c'est tout le monde fait ça et ça devrait être ça. Mais en fait, si je m'interroge, est-ce que j'en ai envie? Bah non, ça me fait pas kiffer, enfin, je me vois pas faire ça. Bon, bah non, alors. Mais ça peut rester, pourquoi pas, en fantasme. C'est pas obligé, en fait, on peut voir des choses et les garder en pareil dans sa tête, en fantasme, et se nourrir de ça pour nourrir sa libido. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de passer à l'action. Hmm. Et c'est vrai qu'on met un petit warning là-dessus, parce que dans la pornographie mainstream en tout cas, alors il y a plein de, d'ailleurs, je vous invite à vous pencher sur le sujet, il y a plein de pornographie alternative qui d'ailleurs qui est moins phallocentrée, qui est moins autour uniquement de la pénétration. D'ailleurs, on en parle après, vous nous avez posé beaucoup de questions là-dessus, qui peut être intéressante. Et aussi, il y a un taux de violence qui est assez élevé, notamment des violences faites aux femmes dans la pornographie. Et encore une fois, c'est une des sources d'inspiration parmi de nombreuses autres. Et il ne faut pas tout prendre. L'idée, c'est pas de mettre. J'ai déjà entendu parler de personnes qui faisaient ça, qui mettaient le film et qui voulaient refaire exactement la même chose. Bon, ça peut être en jeu, on ne se prend pas la tête, et exploration une fois, c'est peut-être un etc. jeu une fois, mais c'est pas Une fois. quelque chose qu'il faut reproduire, quoi, parce que déjà, c'est pas vous. Et que c'est un divertissement, que c'est des acteurs, que les corps sont pas ceux de la vraie vie, que les pratiques sont pas ceux de la vraie vie. Enfin, voilà quoi. Et j'en passe, et des meilleurs. Ok, donc du coup, comment avoir de nouvelles idées et comment innover à chaque fois? C'était une question qui a été bien répondue par notre sexologue Camille Bataillon. Excellent. Donc du coup, oh, non, ça je garde pour après. Je cherche la question suivante parce qu'on a plein de questions et j'aimerais vraiment traiter de différents thèmes. Bah, tiens, on va tirer le fil de la sexualité sans pénétration. Parce qu'on a eu plein de questions là-dessus. Donc, sexualité sans pénétration, comment faire? Comment sortir d'une routine de sexualité non pénétrative? Là, c'est le cas d'une personne qui a du vaginisme, mais il n'y a pas forcément besoin du vaginisme pour avoir une sexualité non pénétrative. Comment avoir une sexualité épanouie sans qu'il y ait pénétration, etc., etc. Donne-nous le mode d'emploi. Donc, comment avoir une vie sexuelle sans pénétration? Déjà, pareil, c'est à discuter au sein du couple. Déjà, est-ce que c'est déjà quelque chose qui est établi dans le couple? Donc, parce que là, du coup, ça serait d'autres choses. Par exemple, si c'est un couple où en fait, il y a une personne qui a envie et l'autre pas du tout. Bon, là, il y a d'autres choses plus à approfondir. Là, partons du principe que c'est deux partenaires qui ont envie en fait de passer
pas forcément se concentrer sur la pénétration et d'aller autour et même pas autour en fait. C'est une partie de la sexualité. Il y en a des couples comme ça, il y en a quand même pas mal et c'est rassurant, je trouve aussi. Donc, comment faire? Bah, déjà, en fait, il y a pas forcément une recette ou une manière de faire. C'est surtout de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer? Parce que c'est vrai que si c'est des couples qui ont eu l'habitude d'avoir des rapports un petit peu, le script hein, qui revient très souvent, c'est préliminaire, pénétration, éjaculation. Et des fois, le temps préliminaire, excitation est vraiment très court et on passe directement à la pénétration et puis on passe directement à l'éjaculation. Et donc, pour la femme, la personne avec une vulve, il y a besoin d'un temps des fois beaucoup plus long. Donc, bref, donc comment on y passe? Donc, c'est de se demander déjà ce qu'on a envie d'explorer. Et puis, en fait, il y a tout un panel en fait dans la sexualité à explorer qui est les caresses, qui sont les massages, le sexe oral. Ça peut être aussi ça peut être aussi, donc, ça revient aux caresses, mais toucher les organes génitaux sans pénétrer. Ça peut être aussi lécher le corps. Ça peut être des jeux de rôle. Et ça, je crois qu'il y avait une question là-dessus, donc on pourra revenir là-dessus. Ça peut être aussi danser sensuellement ensemble. Enfin bref, il y a plein de choses en fait à explorer. Et en fait, souvent, c'est plutôt soit les couples ont plutôt un manque d'idées par rapport à ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Donc c'est un petit peu tout ce que j'ai énuméré. Et la deuxième, des fois, c'est OK, on a les idées où on sait un petit peu, mais on ne sait pas trop comment faire. Ou pareil, on n'est pas à l'aise parce que des fois, et ça paraît surprenant, mais c'est plus facile des fois d'avoir ce schéma-là qu'on nous a appris, préliminaire, pénétration, éjaculation. C'est facile parce qu'on ne réfléchit pas, on dit juste c'est ça qu'il faut faire, que de se dire qu'est-ce que j'ai envie. Et là, souvent pour les personnes, c'est panique. J'ai le choix en fait de choisir, de décider, je ne sais pas. Et comment on fait parce qu'on ne m'a pas appris. Trop le choix, tu le choix, Camille. C'est ça. On le voit sur Tinder, sur les applications, c'est ça. Donc, et oui, et le slow sex fait partie effectivement des pratiques de pleine conscience. Alors, on peut aussi avoir du slow sex en pénétration, mais c'est vrai que souvent, on peut l'explorer en dehors de la pénétration. Et par exemple, ça peut être effectivement des caresses, du sexe oral en slow sex, c'est-à-dire en conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le slow sex? Parce que Oui. je sais ce que c'est, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, le slow sex. Ok. Ouais. Le slow sex, si on le traduit, c'est le sexe lent, en lenteur. Okay. Dans nos sociétés de performance et de rapidité, on se dit, oh là là, c'est ennuyant, ralentir, etc. Mais en fait, c'est ralentir pour mieux ressentir les sensations. C'est pour être consciente de ce qui se passe dans les sensations. Quand on va trop vite, quand on va dans ce schéma mécanique, par exemple, là, je prends l'exemple préliminaire, pénétration, éjaculation, on n'est pas dans le ressenti, on est plutôt dans la mécanique, dans la performance, on est dans quelque chose qui est loin du corps. Dans le slow sex, dans les pratiques de pleine conscience, au contraire, on ralentit, on s'ancre dans les relations, dans le corps, dans qu'est-ce qu'on sent. Et ça permet d'être une jauge du coup, enfin pas une jauge, je ne sais pas comment dire, mais un peu un curseur en fait entre comme je ressens mes sensations, je suis plus à même de dire en fait si là, ce qui se passe là, maintenant, dans le moment présent, me plaît ou ne me plaît pas. Et si j'en ai conscience, là, dans le moment présent, que ça ne me plaît pas, je peux arrêter à ce moment-là. Parce que souvent, c'est plutôt après coup, on va se dire, en fait, j'aimais pas ou je me suis forcée, mais bon, je l'ai fait, je sais pas. Et on n'est pas dans la conscience, on est plutôt dans mécanique. Est-ce que ça fait pas partie aussi un peu pas d'un mode de vie, mais presque, qui est de se connecter avec soi, de réussir à mettre plus d'intention dans ce qu'on ressent, que ce soit au niveau du toucher ou au niveau de tous les sens. Ouais. C'est vrai que on ne va pas dire, bon allez, ce soir, c'est slow sex. Ouais. Oui, parce que souvent, du coup, c'est presque pas possible de le faire du jour au lendemain, en fait. C'est une pratique. C'est-à-dire que c'est à faire presque au quotidien et pas forcément quand on dit slow sex. Et du coup, on l'applique aussi dans sa vie générale. C'est-à-dire qu'on est en conscience. Alors souvent, ce qu'on va prendre comme exemple, c'est d'être en conscience quand on mange ou quand on se brosse les dents ou quand on fait peu importe en fait les choses que l'on fait, on le fait en conscience et ça va aider du coup dans la sexualité puisqu'on a l'habitude de le faire au quotidien dans la vie générale, de l'appliquer aussi dans la sexualité. Et il y a plein d'études qui ont montré les bénéfices justement de la pleine conscience
dans la vie générale, hein, meilleur style de vie, moins de stress, être plus présent dans les sensations, etc. Mais aussi du coup dans la sexualité où ça a des bénéfices super importants. Et encore plus quand il y a des problématiques aussi sexuelles, que ce soit dans les douleurs, dans les troubles érectiles, éjaculation, etc. Ok. Et imaginons que j'ai envie de m'y mettre. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi quelque part? Est-ce qu'on peut aller voir des professionnels qui sont spécialisés de ça? Moi, non, il y a alors oui, si, j'ai été formée, justement en pratique de pleine conscience, mais il y a par exemple aussi des stages en tantra. Maintenant, ça se développe aussi de plus en plus, des stages de slow sex. Ça, je trouve que ça permet de faire une entrée. On est vraiment immergé, parce que souvent c'est un week-end ou sur plusieurs semaines, on est vraiment immergé dans cette pratique et ça permet d'avoir des premières clés de compréhension. Ça peut déjà passer par des livres, mais je trouve que bon, les livres, c'est déjà une première idée. Mais ensuite, il faut vraiment mettre en pratique et souvent le faire seul, ça peut être difficile et d'où un accompagnement, soit par des stages, par des retraites ou par des professionnels qui soit ont été formés aux pratiques de pleine conscience, soit sont profs de tantra, etc. Et pareil, ça, c'est un petit peu comme tout dans développer les sensations, développer la pleine conscience. Ça prend du temps et c'est pour ça qu'on dit que c'est une pratique. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas demain, j'ai décidé de faire du slow sex et je le fais. Alors oui, il faut bien un début à tout, mais ça va être dans la pratique que justement ça va se développer de plus en plus. Ok. Et donc, du coup, sur mia.co, on peut consulter. Est-ce qu'il y a plusieurs thérapeutes ou il y a que toi qui le fais? C'est une bonne question, il faudrait leur demander, tiens. Ok. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez nous écrire. Oui, On pour vous demander. dira quels sont les thérapeutes qui Mm. le font. Et sinon, Camille Bataillon le fait. Donc, vous pouvez consulter via Mia. J'ai même fait un mémoire là-dessus pour les personnes qui sont intéressées. Je peux l'envoyer aussi. Ah bah, moi, je veux bien. Toi, la première, ok. Moi, la première. Ok. Et avant de terminer sur la sexualité sans pénétration, donc que ce soit avec ou sans, j'ai lu le bouquin de Julia Pietri. Arrête pas de m'en parler, ce bouquin. J'arrête pas d'en parler parce que je trouve qu'il est vraiment chouette. Mm. Donc du coup, qui s'appelle Le petit guide de la masturbation féminine, et dans lequel il y a un chiffre. Alors c'est moins de 2% des personnes, pas des femmes, hein, des personnes qui se masturbent lors des rapports sexuels. Tout à l'heure, on a parlé de nombreuses pratiques de sexualité sans pénétration. Est-ce que la masturbation, ça fait partie des pratiques qui peuvent être utilisées? Est-ce que c'est pas bizarre de se masturber pendant les rapports? Mm. Est-ce que ça exclut pas l'autre? Enfin voilà, je pense qu'il y a une espèce de gêne autour de ça, Mm. alors qu'au final, ça peut être très intéressant en termes de sensations. Tout à fait. Ça paraissait tellement gros que je l'ai même pas nommé dans, dans Ouais. les pratiques, tu vois. Euh, donc la masturbation, ouais, c'est vraiment intéressant, bah, déjà que ce soit pour soi, mais aussi la masturbation mutuelle au sein des couples. Et il y en a beaucoup qui la pratiquent quand justement il n'y a pas de pénétration. Et je trouve ça super enrichissant parce que du coup, des fois, quand il n'y a que de la pénétration dans le couple, on saute un petit peu la masturbation mutuelle. Mm. Et ça permet bah, de faire du bien à l'autre, de découvrir aussi le sexe de l'autre, de découvrir aussi ce qu'il aime ou ce qu'elle aime en termes de rythme, de pression, etc. Et se masturber pendant les rapports intimes, c'est vrai que, alors là, si je parle en termes plutôt de femmes, de ce qui revient, souvent, bon, là, je parle de personnes qui se masturbent en solo et qui arrivent à avoir du plaisir, mais qui n'arrivent pas à avoir du plaisir avec leur partenaire et qui souvent se freinent à se toucher elles-mêmes pendant les rapports intimes parce que, effectivement, comme tu disais, ça leur paraît bizarre, parce qu'elles ont peur que leur partenaire le prenne mal. Et des fois, il y en a certaines certaines qui le prennent mal. Ou parce que simplement, voilà, on n'ose pas, on ne sait pas trop, on se dit c'est permis, pas permis. Mm. Ou alors qu'ils n'ont aucun problème quand c'est l'autre qui le fait. Donc, tout d'abord, c'est permis. C'est permis de se faire du bien. Je vous donne la permission de vous faire du bien, que ce soit par vous-même ou alors, si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise, d'arriver à le dire en fait au partenaire ou à la partenaire qu'elle puisse vous toucher ou qu'il puisse vous toucher de la manière dont vous aimez. Parce que des fois aussi, pareil, la partenaire peut toucher le clitoris. Et en fait, c'est pas du tout une manière qui est agréable ou la manière dont vous avez envie. Donc là, ça va être important aussi de pouvoir communiquer. Oui, ok.
Merci pour la permission, Camille. Euh, alors, donc du coup, j'ai vu qu'il y avait une personne qui était intéressée par le mémoire. Ah, je vais mettre mon mail peut-être. Comme ça, vous m'envoyez un mail pour me demander le mémoire et je vous l'envoie comme ça. Ok, Ce d'accord. sera plus simple. Donc voilà pour le mémoire. Et ensuite, il y a une question. Donc, comment ne plus culpabiliser en tant que femme qui ne peut pas faire du sexe avec pénétration avec son partenaire? Alors, peut-être que c'est, enfin, quelle que soit la cause, Camille, est-ce que tu peux répondre à la question? Ouais, et en sachant que le conjoint comprend et qu'ils en parlent, et cetera. Ouais. Ça, c'est un cas aussi, une situation, je retrouve souvent, où c'est le partenaire est tout à fait à l'aise avec ça, du sexe sans pénétration, ce qui pourrait nous étonner, hein. Souvent, on pourrait se dire: «Bah, c'est l'homme qui va pas être content» et cetera. Alors que les conjoints, souvent, sont assez compréhensifs et sont même là à dire: «Mais tu sais, moi ça va, hein, si on fait pas de pénétration, ça me dérange pas». Et que ça va être plutôt effectivement du côté de la partenaire de culpabiliser, de se dire, bah, en fait, on n'est pas un vrai couple. Cette croyance, hein, on n'est pas un vrai couple si on ne fait pas du sexe avec pénétration, ou je suis pas normale, ou je suis pas femme, ou je suis pas entière, etc. Donc, par rapport à cette culpabilité, ça serait déjà de comprendre en fait qu'est-ce qui se cache derrière cette culpabilité. Pourquoi vous la portez, en fait, cette culpabilité? Parce que, de ce que je comprends, cette pression vient de vous, hein, cette culpabilité vient de vous. Qu'est-ce qui fait que vous culpabilisez? Et c'est, aussi de donner des informations comme là, on fait ce soir pour rassurer sur le fait que vous êtes entière, vous êtes un couple normal, si vous faites du sexe qui vous plaît et peu importe de la manière, que c'est. Et donc ça, des fois, c'est en l'entendant avec la répétition que ça permet d'être ancré, mais aussi en comprenant, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, derrière cette culpabilité et d'arriver à rassurer là-dessus, au fur et à mesure, pas à pas. Ça peut peut-être être intéressant, de consulter une sexologue pour faire un peu ce travail de fond. Tout à fait. Si d'un côté on a, le ou la partenaire qui comprend, ça peut être intéressant d'aller creuser un peu plus loin peut-être. Ouais, 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 et de pouvoir, rassurer là-dessus et de voir qu'est-ce qui se cache, derrière. Des fois, on peut le savoir seul, mais souvent culpabilité, on est plutôt à se fouetter, à s'auto-saboter et cetera et donc c'est difficile seul des fois de s'en sortir par rapport à ça. Et c'est la culpabilité, moi je vais pas m'épancher là-dessus, mais c'est un truc qu'on retrouve énormément, dans le thème de la sexualité. Ouais, et chez les femmes encore plus, ce que j'allais dire, le poids là-dessus. Mmh. Et beh, du coup, je vais rebondir sur cette question, heu ah bah, voilà! Merci beaucoup Aude, vous avez deviné la question d'après. C'est vrai. Donc du coup, comment demander d'écrire ce qui nous ferait envie sans vexer le partenaire? Donc là, on va rentrer Camille en plus dans une partie que tu aimes beaucoup, qui est la communication dans le couple. Donc comment on fait? Parce que dans la théorie, ça a l'air hyper simple. Mmh. Bon, Ouais, je sais, hein, je dis des choses simples, mais c'est très dur ce que je vous dis. communiquez plus avec votre partenaire, mais dites, ce dont vous avez envie, dites ce dont vous ne posez vos limites et cetera. Est-ce que tu as des petits tips un peu simples, peut-être sur, la manière de communiquer, sur, la posture, sur, comment on Mmh. se parle pour parler sexualité avec, Ouais, son partenaire? Et ouais. puis comment on fait pour pas le vexer? Comment on fait s'il est vexé? Enfin voilà, Mmh. fais-nous, Ouais. OK, bon, tu me reposeras ces questions une à une parce que là mais mais c'est ma du coup, spécialité, les multi-questions, je suis c'est désolée. ça, je suis là, je suis en train de noter. Hem, du coup, oui, ce qu'on dit, c'est des choses un peu simples à dire, hein, mais je sais que dans la réalité, c'est très dur à mettre en pratique, mais on est obligé de dire ces généralités-là et qu'en fait, quand vous rencontrez des difficultés, des choses comme ça, c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir consulter, de pouvoir être accompagné aussi pas à pas. Mais du coup, donc comment on peut, déjà, décrire ce qui nous ferait envie? Alors je commencerai peut-être par le sans vexer le partenaire. C'est déjà une première question, c'est pourquoi ça le vexerait? Est-ce que ça, c'est une projection, que vous faites vis-à-vis de votre partenaire qui risque de se vexer, mais vous n'en savez peut-être rien? Ou alors parce que c'est du vécu? C'est qu'effectivement, avant, dans le passé, il s'est déjà vexé. Donc là, c'est déjà 2 choses, différentes. Généralement, les hommes, mais même les partenaires, quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir.
On a envie qu'elle soit épanouie, qu'il soit épanoui, on a envie de tout faire pour lui faire plaisir, même tout faire, bon, il y a des limites, mais c'est-à-dire qu'on préférerait savoir qui lui fait plaisir plutôt que de tâtonner et d'être dans l'inconfort. Donc, généralement, les partenaires sont en demande même aux conjointes, dans les couples hétéros, qu'est-ce que tu aimes? Et comment du coup le décrire sans que ça vexe le partenaire. Alors pas sans que ça vexe le partenaire, parce que là, du coup, ça dépendrait de ce que j'ai dit juste avant. Mais comment le décrire déjà, c'est de partir de soi. Quand tu parlais de posture, Diane, c'est je parle de moi, je parle de mes envies, je parle de ce qui me ferait plaisir ou ce qui pourrait me faire plaisir ou ce qui me donnerait envie d'explorer avec toi. Donc, c'est parler de soi, ce qu'on a envie. Et pour pouvoir inclure l'autre aussi, c'est dire, bah, c'est une expérience que j'ai envie de partager avec toi. On n'a peut-être jamais testé de cette manière-là, j'ai envie d'explorer. Il n'y a pas besoin de partir sur des choses parce que aussi des fois, la peur de vexer l'autre, c'est de se dire, mais en fait, ça fait 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on fait de cette manière-là. Pourquoi soudainement je dirais que j'ai envie d'autre chose, quoi. Il va pas comprendre, il va se dire, ça fait 15 ans que je croyais que tu aimais ça, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire que ça fait 15 ans que vous détestez ça si c'est le cas, mais vous pouvez dire, bah, aujourd'hui, je me rends compte que mes désirs ont changé, que mes sensations ont changé et j'ai envie d'explorer ça avec toi. Généralement, il y a peu de chances qu'ils se vexent. S'ils se vexent, là, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, ce serait plutôt des red flags et qu'est-ce qui se passe. Mais dans une très grande majorité des gars et des cas, les partenaires sont plutôt contents de savoir en fait que ce qui vous plaît. Et souvent, ils le sentent de toute façon. Ils se disent, mais il y avait un truc off, il y avait un truc qui et j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et maintenant, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi, quoi. Donc, je sais pas, Aude, si ça répond un petit peu à votre situation. Ça dépend dans quelle situation vous vous retrouvez par rapport vexer le partenaire, si c'est une projection ou si ça s'est déjà passé dans le passé. Et on va voir la réponse. Oui, on va voir la réponse de Aude. Moi, je t'ai pas trop écoutée parce que j'étais en train de répondre à des questions qui nous étaient posées en privé. Ah, ok. Follow-up à quel moment? Avant, pendant, après? Par rapport à quoi? Ouais. C'était sans vexer le partenaire, c'est-à-dire sans vexer le partenaire, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il était vexé ou c'est une projection, c'est-à-dire que vous avez cette anticipation qu'en fait il va être vexé si vous allez décrire ce que vous avez envie. Mais je pense qu'elle demande Anticipation. si Ouais, c'est, c'est anticipation. est-ce que c'est avant, pendant, après le rapport? Mais en fait, on parle de quelque chose de plus reculé. C'est peut-être Mm. pas qu'une seule discussion, c'est peut-être plusieurs discussions. Effectivement, ouais. Ça peut être vraiment aussi pareil. C'est avant, de toute façon, ça avant. Alors ça, parce que ça peut dépendre. Il y a certains couples qui vont le faire juste après, en débriefant par rapport au rapport intime, mais ça peut être intéressant. On aurait peut-être plutôt tendance, en tant que sexologue, à dire le faire en dehors d'un moment de sexualité et plutôt avant. Et ça peut être aussi sur plusieurs mois de discussion, etc. Donc pareil, on n'est pas obligé de. C'est pas parce qu'on dit quelque chose que le lendemain, hop, il faut se mettre à l'action. On peut laisser le temps au temps. Et comme vous disiez, Aude, c'est plutôt par anticipation. Et c'est vrai que c'est souvent ce que je vois vis-à-vis des femmes, c'est cette anticipation, cette appréhension qui va mal le prendre si je lui dis ce que j'ai envie. Je vous rassure, dans une très grande majorité des cas, et si vous êtes dans une relation saine, et si votre partenaire vous aime et a envie vraiment de vous faire plaisir et d'être dans vraiment quelque chose d'intime et de connecté, et en fait, ils sont ravis, ils sont même soulagés d'entendre ce que vous aimez. Donc, allez-y, et vous me direz. Puis, c'est vrai que ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi je te dis tout ça. Parce que j'ai envie que ça continue de bien se passer, parce que j'ai envie d'entretenir La notre désir. connexion. Voilà. Ouais. C'est pas. J'ai envie de te dire ça parce que tu m'as énervé aujourd'hui et que du coup, je suis en train de te dire que j'aime complètement autre chose qu'avec toi. Ouais. Non, toujours rester du coup sur le positif et ça passe souvent bien, c'est de dire voilà, j'ai envie d'explorer ça, ça me tente. Est-ce que tu as envie d'essayer pour inclure l'autre? Comme ça, il se sent connecté ou dire bah, j'ai envie de partager Oui. ça avec toi et vous amener l'autre. C'est une invitation en fait. C'est pas un reproche que vous faites, c'est une invitation. Faut pas que ça soit perçu comme je m'ennuie, j'ai besoin de neuf, peut-être pas avec toi. Si vous êtes dans le cadre d'une relation exclusive, alors là, ça peut être on freine des cas de fer et c'est la catastrophe. Ouais, là on part sur du coup autre chose, hein. Une autre thématique, mais c'est aussi J'aime intéressant. bien partir loin, Camille, j'aime bien. Ouais, donc on fait un autre webinaire là-dessus. Mais, et donc, du coup, encore une fois, ça me fait un petit peu penser à la routine dont tu parlais en début de webinaire. D'où Mhm. l'intérêt de se donner un peu des rendez-vous pour dire Ouais.
OK, où tu en es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux pas, non, non. Ouais. Et comme ça, comme on le met en plus mensuellement, par exemple, si vous décidez mensuellement, bah, ça va être quelque chose, pareil, ça va être une routine, un rituel, et ça va être quelque chose où du coup, ça va être normalisé. Normaliser le fait de partager les désirs, d'avoir du coup des désirs qui changent. Personne ne va être vexé, on va être justement dans la curiosité. C'est pas parce qu'on échange des désirs ou des fantasmes que, hop, demain, faut les mettre en action, encore une Mmh. fois. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup mensuellement? Est-ce qu'on peut pas lâcher l'affaire parce que tous les mois, on a peut-être pas des trucs à se dire? Bah, on n'a peut-être pas en tout cas non, on a des choses à dire. On a Non, des mais choses à sur ce dire, sujet en particulier, des fois ça ouais, roule, bah, ce que je trouve intéressant dans le mensuel, c'est-à-dire, c'est je reviens sur la fréquence, c'est-à-dire que si on le fait pas, les couples, ils vont oublier et 6 mois seront passés et il mmh, y aura eu 6 mois où on s'est rien dit, il y a la frustration et cetera. Donc j'insiste quand même là-dessus et si par exemple on n'a pas de nouveaux envies, de nouveaux désirs et c'est ce qui ça peut arriver, hein, c'est normal, on va pas forcément, se réinventer, tous les mois, mais c'est du coup de faire un débriefing sur comment ça s'est passé le mois dernier. OK, très bien. Je note, la routine mensuelle. Hem, alors, Camille, je vais te poser une question à laquelle tu auras du mal à répondre parce que c'est un peu épineux comme sujet, Mmh. donc par avance désolée, mais nous voulons des réponses. Ah, OK, on a discuté et cetera et en fait, le bilan est que ça colle pas, que, les 2 partenaires ont des envies différentes, qu'ils d'accord. ont presque même des habitudes différentes. Il y en a un qui va dans ce sens-là, l'autre qui va dans l'autre et là, comment on fait? Ouais, c'est vrai que c'est la question épineuse. Bah, c'est de voir déjà si dans son couple, on peut avoir cette flexibilité. Ce qui va être important, en fait, les couples aussi qui fonctionnent, c'est des couples qui ont une flexibilité. C'est-à-dire, quand tu disais, il y en a un qui part là dans les envies, l'autre ici, en soi, on peut dire, ça peut apporter une richesse. Mais si on a cette flexibilité-là aussi, si on est plutôt dans la rigidité où moi c'est comme ça et ça reste comme ça, toi c'est comme ça et ça reste comme ça, il y a peu de chances de se retrouver. Après, du coup, dans la flexibilité, ça peut être difficile quand même si on est flexible, c'est une envie qui, on se dit, oh, j'ai pas vraiment envie de ça, quoi. Donc, c'est de se dire, OK, par exemple, madame fait une proposition, et puis madame 2, la partenaire, dit, bah, qu'est-ce qui pourrait en fait l'intéresser? C'est-à-dire, c'est peut-être un ajustement. C'est-à-dire dire, bah ça, c'est pas trop mon truc. Par contre, si on le fait de cette manière-là, peut-être que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est Mmh. ça la flexibilité aussi, c'est que vous puissiez créer votre propre recette. Chacun peut faire ses propositions, chacun chacune, et c'est super. C'est pas forcément dire on va les mettre en action encore une fois, ou on va dire oui à tout, mais c'est de se dire où est-ce qu'on peut se retrouver en faisant notre propre formule de tout ce qu'on a vu dans notre catalogue de découvertes et de voir ce qui peut nous intéresser au moment T. Mmh. Sachant que c'est pas parce que ça nous intéresse pas à un moment T que ça nous intéressera pas peut-être dans quelques années. Ça se trouve 10 ans plus tard, ah, tu te souviens, tu m'avais parlé de ça, bah là j'ai vraiment envie, je me sens prête, j'ai envie Oui, d'explorer, quoi. on peut planter des graines, absolument. Exactement, planter des graines, pareil, laisser le temps au temps. Pareil, le temps au temps, ça se trouve à la fin, ça sera vraiment: «Bah non, ça me disait rien» et c'est OK aussi, quoi. Ouais. Donc Donc je sais pas si ça répond entièrement à la question. Hem, c'est en tout cas d'avoir cette flexibilité et donc je disais oui, ça c'est quand même un élément important, c'est-à-dire que si on se retrouve là dans les couples où vraiment il y a les envies différentes, il y a pas du tout de flexibilité, chacun est dans son camp, chacun dit: «C'est moi qui ai raison» et cetera. mmh, Désolée, mais je peux rien faire. c'est ça. Il y a pas de réponse directe. L'idée, c'est vraiment de trouver un entre 2. Où sont tes limites? OK, moi, mes limites sont là. Qu'est-ce que tu veux? OK. Moi, je peux pas lâcher sur ça, c'est comme de la négociation, en fait. Ouais, c'est ça et c'est OK de négocier dans le couple et souvent on oublie, souvent on se dit: «Bah, c'est soit oui, soit non». Mais non, comme tout en fait, comme, dans ouais, si on prend de la négociation dans le business ou, au sein du travail, vous êtes pas obligé de dire oui ou vous êtes pas obligé de dire non, vous négociez, donc vous essayez de trouver un terrain d'entente entre les 2 et ça peut prendre du temps et c'est OK, quoi, pour qu'à la fin, que ce soit ça soit juste et bon pour les 2 personnes, quoi, qui négocient. Mais c'est vrai qu'on a cette habitude-là dans le couple de oui ou de non. Là, il y a pas longtemps, enfin, justement, je sors d'une formation sur la thérapie de couple. Hem et en fait, il y a un truc qu'on nous apprend pas du tout, c'est que c'est pas grave
s'il y a des situations sur lesquelles on n'est pas d'accord. On peut absolument et heureusement ne pas être d'accord et même après négociation, ne jamais tomber d'accord. Ouais, Bon, ouais. il y a certaines situations dans lesquelles c'est compliqué. C'est ça, quand ça touche aux valeurs ou Ça. vraiment à des choses très importantes, là, c'est compliqué. Mais sinon, je vous rassure, la plupart Ouais, des couples ne sont pas d'accord sur tout et ça pose pas forcément des soucis, etc. Faut par contre pas être figé, encore une fois, se dire, bah, comme tu n'aimes pas ça et moi que j'adore ça, bah, on va pas s'entendre, quoi. ouais, C'est de se dire aussi qu'on est deux personnes différentes, avec des passés différents, des envies différentes. Et c'est ça aussi qui doit créer, c'est ça qui crée aussi ce mystère-là aussi. C'est pas se dire, bah, mon partenaire ou ma partenaire, elle doit être comme moi, quoi. Elle doit aimer les mêmes choses que moi. je l'ai quitté parce qu'il aimait pas le vin et que moi, c'est ma passion. Voilà. Ou alors, bah, ça, faut le savoir dès le début et du coup, faire des meilleurs choix. Voilà, débrouillez-vous. C'était le conseil de Camille Bataillon. Non, mais j'essaie vraiment de faire de la prévention aussi là-dessus. C'est-à-dire que, bah, il y a des fois, j'ai envie de dire, mais fallait y penser avant aussi, avant de se mettre en couple, ce qui était important pour vous vraiment. Et des fois, il y a certaines personnes qui, pareil, on se met en couple mécaniquement. Parce qu'on a peur d'être seul, parce que c'est ce que la société attend de nous, parce que j'ai 35 ans, parce que ci, parce que là, Ouais. sans se poser les questions sur, bah, en fait, quel est ma partenaire, alors pas idéal dans le sens où avec des valeurs communes, des choses qui sont importantes pour moi pour qu'on évolue, etc. Mais ça, souvent, on ne prend pas le temps de se poser, on entre directement en relation et c'est au bout de quelques mois, quelques années, on se dit, bah merde, en fait, comment je fais? On n'a pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes envies. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression de le voir de plus en plus. Quand on se rapproche de la trentaine, on a l'impression qu'il y a des gens qui courent, enfin, qui se disent bon, ok, si ça avait été quelqu'un il y a 5 6 ans, ça aurait été cool de se voir 6 mois, un an. Mais là, vu qu'on va avoir 30 ans, on va vouloir se poser, du coup, on va rester ensemble. Puis en général, ça fait un peu des dégâts, quoi. Mm. Ou en tout cas, ouais, se poser les bonnes questions avant aussi. Enfin Mm. voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui est important? Et il y a des fois des couples qui se mettent rapidement ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils foncent droit dans le mur, parce que peut-être ils se sont posés ces questions-là. Et je Oui, trouve ça bien sûr. plutôt sain que des couples qui prennent le temps, mais qui se sont pas vraiment posé ces questions-là, quoi. Mm. Ouais. Enfin, c'est super intéressant, mais c'est un autre sujet après. C'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, on peut faire un webinaire. On fera un webinaire sur les gens qui se mettent ensemble par contenance. Ok, donc ah Camille, j'ai deux questions en face de moi qui vont te plaire, qui vont beaucoup te plaire. Je sais pas laquelle prendre. Je vais prendre celle-là. La question du lâcher prise. Mhm. Comment réussir à lâcher prise et comment réussir à lâcher prise avec un partenaire de longue date. Mm. Ouais. Ça, alors, ça me fait penser à un exercice que j'ai lu récemment par une thérapeute de couple sur justement le lâcher prise pendant des rapports intimes avec son partenaire ou sa partenaire, quand par exemple, bah, on a du mal à lâcher prise parce que on a peur de la tête qu'on va faire, on a peur du regard de l'autre, etc. Et l'exercice, alors je sais pas si je suis vraiment d'accord avec ça, mais l'exercice du coup, c'était de faire l'amour donc avec son sa partenaire, mais en mettant du coup un masque ou un sac, alors pour pouvoir respirer, mais sur la tête de l'autre. Pour justement, on ne voit pas la réaction de l'autre personne et on fait pleinement l'amour. On est libéré parce qu'en fait, on ne sait pas quelle réaction a l'autre personne. Il doit ni faire du bruit, ni réagir, etc. Je trouvais ça un peu extrême, mais pourquoi pas? Ça peut peut-être aider certaines Sinon, personnes. dans le noir, pas besoin de mettre un sac sur sa tête, hein. Dans le noir aussi, mais pour certaines personnes même, ça va même vraiment encore plus les aider dans le sac. Alors voilà, ça va vraiment dépendre des personnes, mais c'est vrai que dans le noir, ça peut aider. Bah, c'est ce qu'on voit aussi souvent chez les personnes qui justement ne sont pas trop à l'aise, vont faire déjà l'amour dans le noir. Euh, Par rapport au lâcher prise, bah, pareil, là je dirais c'est tout un processus aussi. Euh, Souvent on a de la difficulté à lâcher prise parce qu'on a peur de quelque chose. On a peur en fait de perdre le contrôle. On a peur de ce qu'on peut penser de nous si on est cette personne-là. C'est-à-dire, Mm. par exemple, dans la sexualité, cette personne qui a du plaisir dans la sexualité, qui vit pleinement, qui fait des bruits, qui fait des grimaces, qui vit sa sexualité. Et du coup, c'est pareil, là, ce serait un travail en fait à faire sur soi par rapport à ça. Donc, ça serait difficile en fait de dire vraiment
des étapes pour le lâcher prise. Vous pouvez essayer cet outil-là que j'ai lu récemment par rapport au couple. Mais je pense que c'est de faire un travail sur ça. Ce qui peut aussi, donc cet exercice est assez extrême, mais c'est vrai que j'aime bien des fois aller dans l'extrême pour en fait, on est tellement allé dans l'extrême qu'en fait, ben, on n'a plus rien à avoir peur en fait après. Donc pareil, souvent ce qui peut revenir, c'est bah, en fait, voilà, j'ai peur de la réaction des gens ou de ce que les gens vont penser si je vis pleinement ma sexualité. Et ben jouez la salope, jouez la pute, allez vraiment en fait dans les extrêmes, soyez complètement en fait ce rôle-là, cette incarnation-là, dans l'extrême, parce qu'une fois que vous le vivez, ben ensuite le reste, ça vous semblera beaucoup plus aisé. Ok. Ben, justement, il y a Alexandra qui pose une question. Mais je pense, Camille, c'est un peu comme le slow sex. Bah, C'est j'allais dire, un travail à faire sur soi ouais, qui ouais. est plus profond que allez, ce soir, je lâche prise. C'est ça, exactement. Donc, comment lâcher prise quand on réfléchit trop? Ça va être avec des pratiques de pleine conscience. Ça va être de réfléchir, c'est dans la tête, ça va être d'être ancré dans le corps. En fait, pour arrêter de réfléchir trop, il faut être dans les sensations dans le corps. Et donc, les pratiques méditatives, ça, on revient un petit peu à ce qu'on disait, donc, je ne vais pas tout redétailler, mais ça va être vraiment vers ça, vers la méditation, vers le yoga, vers le slow sex, vers des choses en pleine conscience. Très bien. Excuse-moi, je ne t'ai pas du tout écouté, je réponds aux questions. C'est pas grave, tu regarderas le webinaire. Voilà. Mais, d'ailleurs, c'est une question qui peut être intéressante pour tout le monde. Est-ce que le webinaire sera visible en différé? Donc la réponse est oui. Ça ne veut pas dire que vous devriez nous quitter dès maintenant parce on aime beaucoup les Oui, il y a interactions. des personnes qui ont voilà, des enfants ou qui ont des choses à faire aussi. Donc, Voilà, donc du coup, dès la fin du webinaire, en fait, vous allez recevoir un mail avec le lien du replay. Et dans cette semaine, potentiellement demain, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Mia.co. Donc c'est mia.co-fr, il me semble, sur YouTube. Vous allez voir, il y a aussi de nombreuses vidéos qu'on a tournées avec Camille. Il y a le replay de tous nos webinars sur plein de sujets différents. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu tout ce qui se passe et voir les sujets. et l'Insta aussi, du coup, ça permet de suivre aussi. Et Instagram aussi, on est assez présent sur Instagram. Donc pareil, @mia.co-fr. Très bien. Donc ça, c'était pour le lâcher prise. Donc résumé du lâcher prise, c'est un travail sur soi qui est un peu plus un travail de fond. Et encore une fois, une des solutions, c'est de consulter une sexologue sur Mia qui travaille sur ce pan-là. Et que c'est possible, je vous rassure, même si ça semble Oui, impossible, c'est possible. Ça ne sera pas forcément non plus un lâcher prise tout le temps, etc. Et pourquoi pas, hein, certaines personnes y arrivent très bien. Mais c'est en tout cas qu'il y ait des moments, plusieurs moments qualitatifs où vous soyez à être vraiment dans le moment présent. absolument. Mais c'est vrai que le lâcher prise, c'est un peu un mot fourre-tout. On Mm. voit ça dans tous les magazines, comment lâcher prise, en 5 conseils, etc. Honnêtement, c'est vrai qu'on a tendance à tout simplifier et à croire qu'on peut tout avoir à portée de clic ou à portée de Ouais, décision. Mais parfois, il y a des choses ça demande du qui demandent du bébé. travail, Ouais, du temps, de l'adaptation. Et le lâcher prise, ça en fait partie. ouais. Moi, pour faire cette formation-là, c'était 7 mois. Donc, c'est pas du jour au lendemain, quoi. 7 mois pour lâcher prise, voilà. 7 mois pour lâcher prise, 7 mois pour vivre en pleine conscience. Donc Euh, voilà, mais c'est pour montrer que ça prend du temps et c'était des heures et des heures de pratique au quotidien. Donc, Est-ce que tu étais dans une petite hutte au milieu de la forêt asiatique en train de faire du yoga? c'était pas asiatique, c'était Californie, mais c'était presque, ouais, alors un culte presque, il est presque, voilà, une communauté de personnes et c'est ça, enfin vraiment, c'est quand je parlais des retraites, des choses comme ça, je recommande vraiment parce qu'on est dans l'immersion et des fois, ça fait du bien aussi pour couper à l'extérieur ce qu'on va penser, etc. Et vous entrez tellement dans le processus que des fois, pareil, encore une fois, l'extrême permet d'aider aussi. Ok, merci Camille pour le conseil.
Euh, alors, en fait, je viens de me rendre compte que ça faisait 1 heure et quart qu'on discutait. Ouais, J'ai l'impression que ça fait encore une fois 20 minutes parce que tu sais bien que j'aime beaucoup passer du temps à discuter avec toi. moi aussi. Et Donc, avec tout le monde, avec des questions intéressantes aussi, donc n'hésitez pas. ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on va les prendre sur le chat ou dans les questions. J'en ai plein d'autres. Si tu veux, Camille, j'en fais une extrait pour toi, qui fait partie en fait de réinventer sa sexualité en couple. Tu vois où je veux en venir ou pas? Oui. C'est par rapport à mon livre, ça a un lien avec le livre ou pas? Par rapport à un livre que Camille a écrit, et donc du coup, c'est comment on se réinvente sexuellement après une grossesse, quand on a eu un bébé. Est-ce que la sexualité peut redevenir comme avant? Est-ce que comme avant, c'est bien ou pas? Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer? Et tu peux même faire la promo de ton livre si tu veux pendant ce moment. Cool. Bon, bah alors pour plus de questions détaillées, des outils, des informations, vous pouvez retrouver le livre qui s'appelle Réinventer, justement, Réinventer sa vie intime après bébé aux éditions Kiwi. Il est sorti en juin, donc il y a quelques mois. Alors, réinventer sa vie intime après bébé, donc après une grossesse, ça passe par différentes étapes. Là, si je fais les gros points, c'est déjà par rapport à soi, comment on a vécu l'accouchement, comment on se sent dans son corps, qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau hormonal, de le comprendre aussi. Et puis, ça se passe aussi du coup au sein de la relation. Comment ça se passe au sein de la relation avec cet enfant? Comment on s'entend? Comment on s'organise? Comment ça se passe? Quelle place on dédie aussi à l'intimité quand on a la fatigue, quand on a mal au corps, quand on a des appréhensions, quand on a une pression, etc. Et du coup, alors tu disais, est-ce que c'est mieux, comment retrouver avant? Et c'est comme je disais dans le couple, c'est pas retrouver avant. Avant, c'est passé. C'est le passé. C'est comme dire, je suis adolescente, en fait, j'ai envie de revenir quand j'étais petite fille. C'est Ouais. pas possible. C'est une envie, mais c'est pas possible. Là, c'est la même chose quand on devient parent, quand on devient couple parental. Il y avait avant, il y a maintenant, et ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut juste dire que c'est différent et c'est un tremplin en fait pour justement repenser sa sexualité, repenser son intimité, ce qu'on a envie d'y mettre, ce qui nous donne envie, ce qui nous donne moins envie, et du coup de le communiquer aussi au sein du couple. Et ce que je vois, c'est que évidemment, c'est plus simple pour les couples qui avaient déjà l'habitude de faire ça avant, qui avaient déjà une certaine flexibilité avant bébé, qui avaient déjà cette communication au sein du couple parce qu'ils ont travaillé là-dessus ou parce qu'ils ont eu des consultations, etc. Et donc, c'est plus facile après et un peu plus difficile pour les couples où justement on a laissé les non-dits, on n'était pas à l'aise avec la sexualité, on n'a pas vraiment anticipé, on n'a pas vraiment, on n'est pas vraiment une responsabilité équitable, etc. Donc, c'est pour ça que je fais aussi pas mal de prévention pour que ça puisse être travaillé aussi en amont. Mais si ça n'a pas été fait, c'est toujours rattrapable. Hein. Je ne dis pas que c'est trop tard, c'est rattrapable. Et pareil, ça passe par tout ce qu'on a déjà dit, mais la communication, la flexibilité, l'écoute, l'empathie et la motivation à mettre du coup des choses en place qui vous intéressent. Ok. Mais moi, j'ai une question. Bon, je suis pas, je suis pas maman, mais qu'est-ce qui fait, et je me suis pas penchée sur le sujet, qu'est-ce qui fait que ça change? Pourquoi ça change? Qu'est-ce qui change en fait? Est-ce que c'est forcément après un accouchement? Parce que par exemple, je pense dans le cas de l'adoption Mhm. ou des choses comme ça, c'est le fait d'avoir un enfant. Est-ce que c'est le statut, oula, le Ouais. statut de femme? Enfin, c'est quoi? C'est vrai que par rapport à l'adoption, c'est une bonne question parce que il y a moins, je ne sais pas s'il y a vraiment des études en fait là-dessus, parce que c'est plus flagrant et parce qu'on s'y intéresse plus justement après un accouchement. Il y a aussi, on s'est penché sur justement les types d'accouchement, est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'on allait, si on donne le biberon, etc. Bref, il y a quand même peu de différences. C'est vraiment effectivement avoir un bébé, que ce soit de manière en accouchant ou par l'adoption, ça vient bouleverser en fait la dynamique de couple parce que il y a une autre personne en fait au sein de la cellule familiale, on devient une cellule familiale et donc il y a des dynamiques différentes, il y a une attention aussi qui est différente. Avant, quand on était deux, bon on est deux, j'ai mon attention sur moi, mais mon attention sur toi.
Là, quand il y a un enfant ou plusieurs enfants, bah, on a une attention aussi sur d'autres personnes et des fois, il y a des enjeux, et ça peut paraître choquant, mais des enjeux de jalousie, hein, ce qui arrive aussi, que ce soit les partenaires envers les enfants ou les partenaires envers le partenaire ou la partenaire et les enfants. Et donc, il y a des choses qui se jouent. Il y a des fois aussi ce qu'on voit, et ça, c'est plutôt en termes, pareil, là, il n'y a pas d'études, en fait, je sais pas trop, mais ce qu'on dit, quand on bah, pareil, quand on est enceinte ou quand on accouche, il y a des choses du passé qui peuvent ressurgir aussi et qui peuvent effectivement venir bouleverser, cette vie intime aussi. Et puis des fois, le fait d'avoir un rôle différent ou d'avoir d'autres priorités permettent aussi d'avoir plus clairement, en fait, bah, en fait, c'est ça que j'ai envie, ça me convient plus, et on va plus directement au cœur, en fait, du sujet qu'on évitait peut-être avant. OK, c'est assez Voilà, complet. donc il y a plusieurs choses, en fait, il y a plusieurs ficelles à tirer, par rapport à ça. Il y a plusieurs choses qui jouent. OK. Et beh, justement, on a aussi eu plusieurs questions là-dessus. Hem, Quand ils grandissent, ces petites choses, qu'on se retrouve, en couple avec un ou plusieurs enfants en bas âge, quand on a la tête à gérer la maison, gérer les enfants. Je parle pas forcément, que d'une personne, hein, je parle du couple en général. Mmh. Penser à tout, faire du sport, aller au travail, nin nin nin. Comment on fait pour entretenir les liens physiques avec son partenaire ou sa partenaire? Comment on fait pour entretenir sa sexualité dans cette espèce de tourbillon, de machine à laver qu'est la vie, Ouais. de famille? Ouais, c'est un tourbillon. C'est un tourbillon et c'est vrai que pareil, on va revenir un petit peu à la routine, mais si on n'a pas une routine, on va être pris dans le tourbillon et on n'est pas ancré et waouh, les choses avancent et ça fait déjà 1 an en fait qu'on n'a rien fait forcément pour notre vie intime ou soudainement on se rend compte, waouh, heu, c'est normal ce tourbillon aussi, faut pas culpabiliser, faut pas se mettre une pression supplémentaire. Par contre, ce qui aide justement dans ce tourbillon à être ancré, c'est les rituels. On revient sur les rituels, sur la routine, sur des choses qui sont en fait actées, qui permettent de se dire, peu importe en fait. De toute façon, ok, il y aura toujours les enfants. Là, on a les enfants pour presque un très gros temps de notre vie, mais peu importe qu'il y ait les enfants ou quoi que ce soit, on s'est dit que à cette date, à ce moment-là, c'est notre temps pour nous et on s'engage en fait à ça. Il va y avoir besoin en fait de routine, mais d'engagement vis-à-vis des rencontres entre partenaires. Et ça, en termes de fréquence ou des choses comme ça, pareil, c'est au couple de réfléchir, de discuter ou au sein d'une thérapie, on en discute pour voir ce qui est le plus approprié. Mais encore une fois, ça va être important parce que si on met pas ça en place, le couple va être dans son tourbillon et puis il y a rien qui va être mis en place. Je les retrouve 5 ans après, c'est la même chose en fait. En fait, on s'impose, de garder du temps pour soi. On se donne des rendez-vous pour soi, même si, il y a pas de rapport sexuel, rien Mmh qu'avoir mh. une petite plage où on peut passer des bons moments À ensemble, discuter, c'est important aussi, ça fait du discuter, être bien. intime, ça peut OK. Ouais Donc du et coup, le mythe de la spontanéité sexuelle s'effondre un peu. oui, il faut le casser ce mythe-là. Dans le sens où alors, le casser dans le sens où il y a pas que de la spontanéité, en fait, dans la sexualité, il y a aussi de la planification. Ça fait partie de la sexualité et c'est ça qui permet aussi d'alimenter la spontanéité donc c'est important, en fait. OK, mais c'est vrai que c'est un truc dont on parle jamais, quoi. Bah, moi, j'en parle tout le temps en séance parce que c'est important et c'est là souvent où ça peut débloquer aussi des situations, de le comprendre et tout ça donc ouais, il faut vraiment casser ce mythe-là. OK, mais je me permets d'ajouter dans la planification, c'est pas parce qu'on planifie un rapport, on se dit: «Bon allez, tous les dimanches, c'est un peu notre plage où on peut le faire», que, si on n'a pas envie le jour J, on n'est pas du tout obligé, c'est avant tout Mmh. un moment ensemble au-delà de la sexualité. C'est ça et souvent ce que je dis, c'est plutôt de s'engager à avoir ce moment-là d'intimité, de connexion et ensuite le moment même, vous décidez ce que vous avez envie d'y mettre, et ce qui est important, c'est de s'engager et de mettre de l'intention derrière, ouais. Je suis bien d'accord avec toi, Camille. Cool. Hem, alors il y a une question, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, là-dessus. Quand on parle de réinventer sa sexualité en couple, parmi justement les conseils, les fameux qui reviennent souvent, on a les sex toys. Alors, Mmh. qu'est-ce qu'on pense des sex toys? Est-ce que ça permet de réinventer sa sexualité en couple? Et puis après, il y a une autre question, mais je vais arrêter de faire de la De mitraillette de surquestionner. questions. Ah ouais. Hem, alors les sextoys, c'est cool que ça existe.
parce que ça donne un outil de plus, pareil, dans la sexualité. C'est un outil qu'on peut rajouter à sa palette de sexualité. Souvent, ce que j'entends, c'est qu'on attend des miracles de ces sextoys. Les couples les achètent, on attend des miracles, l'utilisent peut-être une fois, voire des fois 0 fois, et puis ça reste dans le placard. Il y a quand même un infime pourcentage de couples qui vont l'utiliser plus régulièrement, qui vont l'utiliser assez souvent, etc. Souvent, c'est une fois, 0 et basta. Donc, ça peut donner du piment, quelque chose de nouveau. Après, à voir pourquoi, par exemple, ça ne s'inclut pas dans quelque chose de continu. Alors, pas continu dans le sens régulier, mais pourquoi, en fait, on le range dans le placard, on n'utilise plus. Des fois, ça peut être parce qu'effectivement, ça ne convient pas. Ou d'autres fois aussi, ça peut être parce qu'on n'est pas à l'aise, en fait, avec l'usage d'utiliser des sextoys. Et donc là, ça va être aussi pareil. Des choses à travailler sur comment être à l'aise, en fait, avec l'utilisation de sextoys. C'est pas obligé, je rappelle, c'est pas obligé d'utiliser des sextoys pour avoir une vie épanouie. C'est un outil, ça vient du coup des fois un petit peu mettre des choses, des sensations différentes, mais toujours l'utiliser encore une fois avec légèreté en fait du fun. C'est pas parce que voilà ça marche pas ou que c'est cette manière-là qu'il faut faire. Appropriez-vous le sextoy de la manière dont vous avez envie aussi. Ok. Et Voilà. du coup, j'enchaîne un peu à l'autre question. Des conseils pour intégrer les sextoys dans les rapports à deux. Voilà. Est-ce que tu as des Ouais. conseils pour ça? Ok. Imaginons, voilà, nous, on a, je dis nous, je parle toujours d'ailleurs à cette personne-là, il faut absolument que j'arrête. On a envie d'intégrer des sextoys. C'est un truc Oui. qu'on a envie d'essayer. Comment on fait pour que ce soit pas, entre guillemets, un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ok, donc les deux ont envie d'essayer, donc c'est déjà un début, parce que ça peut être différent aussi. Mhm. Donc les deux ont envie d'essayer des sextoys, comment ils font? Alors des fois, c'est effectivement, c'est de se dire bah, quel sextoy est le plus approprié, etc. Alors ça, soit des fois, ça peut être en séance, mais bon, voilà, faire des fois une séance juste pour choisir un sextoy, c'est peut-être pas non plus l'idéal pour vous. Une Mais de séance faire de sexologie, je précise. de quoi? Une séance avec une thérapeute, un Oui, oui, sexologue. une séance avec une sexologue. Mais il y en a des fois qui prennent une séance juste pour aussi dans l'aide à l'achat de sextoys. Mais sinon, c'est en fait déjà c'est de comprendre quelle sera l'utilité. En fait, c'est pour quelle utilité? Parce qu'en fait, il y a des sextoys pour différentes utilités, différents usages, différents types de sensations. Donc, c'est déjà être au clair avec ça, Mm. ce qui va vous aider du coup dans votre choix d'achat. Et donc, une fois qu'il y a ce choix d'achat qui est fait, bah, généralement, quand les deux sont plutôt OK pour essayer, bon, bah, c'est pareil, encore une fois, cette approche d'ouverture, de flexibilité et de fun, et de voir en fait bah, comment on a envie de l'utiliser. Déjà, sur qui on va l'utiliser, est-ce que c'est sur voilà, quel partenaire ou si c'est sur les deux, qui tient le sextoys, qui fait quoi, etc. Et au début, c'est plutôt, peut-être les premières fois, ça va être vraiment plutôt de la métacommunication. On va vraiment communiquer là-dessus pour que les fois d'après, bon, ça soit un peu plus fluide, entre guillemets. Je réfléchis s'il y a autre chose, mais tu me dis s'il y a des questions par rapport à ça. Pareil, que ce soit sextoys ou quoi que ce soit, on lubrifie bien aussi quand on l'utilise, hein, même s'il n'y a pas de pénétration, mais c'est quand même toujours plus agréable. Ouais, voilà. Et s'il y a des échanges de sextoys aussi, parce que s'il y a on est plusieurs partenaires à utiliser ce sextoys. Là, je parle pour je sais pas, les couples non monogames, les couples qui sont dans des relations libres, etc. Bah, pareil, l'utilisation de préservatifs pour éviter toutes les infections. Ok. On est rentré dans le mode d'emploi là. Je sais pas jusqu'où tu voulais que j'aille, donc. Je pense que. Alors, dis-moi ce que tu en penses, Camille. Je pense que il peut y avoir le choix ensemble de sextoy. Et est-ce que ça peut pas être aussi une piste de choisir un sextoy pour soi, qu'on utilise en solo, qu'on prend en main, parce que il y a beaucoup de monde aussi qui l'utilisent une fois, qui sont un peu paniqués, ou parce que ça fait trop de sensations, ou parce que ça en fait pas assez, ou parce qu'on ne sait pas trop comment l'appréhender. Le temps de s'acclimater soi-même, et ensuite peut-être l'intégrer dans la sexualité partagée. Ouais, ça peut.
Effectivement, d'être déjà à l'aise et comme tu dis, de l'appréhender déjà seul. Et là, par exemple, je pense au plug anal ou même masseur prostatique ou même stimulateur clitoridien, etc. D'être déjà à l'aise seul avant peut-être de l'explorer du coup à deux. Et par contre, quand c'est des sextoys à utiliser à deux, parce qu'il y en a où ça s'utilise qu'à deux, bah pareil, c'est prendre le temps aussi. C'est pas forcément parce que vous avez le sextoy que directement, allez, il faut y arriver tout de suite du premier coup. Vous pouvez y aller aussi en progression et vraiment tester, explorer. Et même des fois d'explorer ce sextoy sur d'autres parties du corps. Hein. Ça peut être aussi même juste sur la main pour voir les sensations, enfin sur le bras pour voir les sensations, etc. avant de l'utiliser sur une zone encore plus sensible, quoi. J'ai entendu parler de gens qui utilisaient leur vibromasseur pour se faire des massages. Bah ouais, Dans c'était le le but. dos. Ouais, le Magic Wand à la base, c'est pour se masser le dos, quoi. Et ça fait du bien. Et moi, la première des fois, oui, j'utilise mes sextoys pour me masser le dos. Ouais, Ça fait du bravo. bien, c'est une technique. Si jamais, si jamais. Et donc, du coup, c'est sur cette magnifique phrase, moi j'utilise mes sextoys pour me masser le dos, que nous allons conclure ce webinaire. Parce qu'on tombe pile à. J'ai regardé l'heure, j'avais perdu un peu le fil du temps. Et là, je regarde l'heure. Tu finis cette phrase magique et ça fait 1h30. Du coup, je trouve que Génial. c'est une bonne conclusion. Ouais, c'est bien. C'est bon timing, bonne conclusion. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment. C'était Mhm. cool de pouvoir répondre à vos questions, celles qu'on a eues avant, celles qu'on a eues là avec vous. Je vous fais un petit récapitulatif. Vous allez recevoir le webinar par mail. Vous avez accès à la chaîne YouTube. Alors, attendez, je vais vous trouver la chaîne en même temps pour retrouver un petit peu tous nos webinars et puis toutes nos vidéos. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Vous pouvez aller sur le site mia.co, nous poser toutes les questions que vous voulez, prendre des téléconsultations, suivre les thérapies. On a sorti une thérapie qui permet de soigner le vaginisme qu'on a fait avec Camille il y a peu, dont on est très content et qui a des très bons résultats. Donc, si jamais si vous êtes concerné, n'hésitez pas à nous écrire pour avoir plus d'informations. Euh, voilà, donc c'était Camille Bataillon, sexologue. Moi, c'était Diane Desoir, que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je travaille pour Mia.co et Charles.co en communication et je fais aussi une formation sexologie à côté. Voilà, c'était ma conclusion, Camille. Certes, moins bien que j'utilise mes sextoys pour me masser le dos, mais elle était quand même pas mal. Tu vas en faire un post Instagram, j'espère. Absolument. Bonne idée. Je vais faire ça complètement. Ça risque d'attirer du monde dans le replay, là. En tout cas, merci beaucoup, Camille. Encore une Ouais, fois, bah pour accueillir avec merci. Merci à tout le monde pour votre retour et ravi que ça vous ait plu, le webinaire, que c'était très intéressant. C'est le but, que ça puisse vous intéresser et que vous puissiez au moins ressortir avec une chose qui vous a intéressé, qui vous a peut-être changé de perspective et pour avancer. On aura déjà tout gagné. Merci beaucoup en tout cas. Camille, je te dis au revoir. Profite bien de la Grèce. Merci. Passez tous une Profitez de bonne Paris. soirée. Merci beaucoup. Bisous tout le monde.